Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de culture. Alors, qu'est-ce que la culture? Dans les précédentes conférences, nous avons étudié la façon dont l'homme visait à s'affranchir des diverses contraintes imposées par la nature, et tentait d'ailleurs de l'asservir en quelque sorte à son propre compte. Mais cette contingence subie, qu'il cherche finalement depuis peu de temps à transformer en domination à son avantage, reste, en tout état de cause, un rapport de la chose créée à son créateur. C'est ainsi que nous avons vu que, entré dans la civilisation industrielle et mu par son incommensurable orgueil scientifique, l'homme ne voulait plus se satisfaire du simple rôle d'enfant de sa génitrice, la mère nature. Et en dépit du fait que, au vu des résultats techniques obtenus ces derniers siècles, l'homme a incontestablement gagné sa place de meilleur bricoleur de la planète, concurremment à toutes les autres espèces vivantes créées par Dame Nature, largement devant le castor ou le chimpanzé par exemple. Il n'en reste pas moins que l'Homo industrialis aspire à être autre chose qu'un simple sujet écologique. Le terme écologie étant employé ici selon son acception exacte, c'est-à-dire l'étude des lieux et conditions d'existence des êtres vivants et des rapports qu'ils établissent avec leur environnement. Eh bien, non. Non, car l'Homo sapiens devenu progressivement Homo industrialis, après la révolution néolithique, l'Homo sapiens a entrepris la tâche grandiose de se créer une identité propre et distincte de celle qui ne le définissait autrefois que par rapport à sa dépendance à la nature. Et c'est précisément cette identité propre que nous dénommons culture. Culture qui va évoluer au fil des âges en fonction d'un certain nombre de paramètres qui, en principe, se devront d'être toujours indépendants de la nature, s'efforceront de l'être, comme par exemple le mode de production économique choisi par la collectivité humaine à un moment donné. Alors sur ce point, les théories divergent, en ce sens que certaines pensées privilégient l'évolution culturelle en tant que cause et source des changements sociétaux, alors que d'autres pensées estiment au contraire que ces changements sociétaux sont engendrés par le fait d'un certain nombre de facteurs externes, climat, accessibilité des ressources par exemple, et que ce n'est qu'après coup qu'ils génèrent un changement culturel. C'est un vaste débat sur lequel nous aurons sans doute l'occasion de revenir. Mais contentons-nous, pour l'instant, de nous attacher à affiner notre définition du mot culture. Nous avons déjà posé un point important en disant que la culture est une création humaine ex nihilo et qui désigne, en tout état de cause, quelque chose de différent de la nature. Ce quelque chose de différent de la nature, au sens de différent de ce que la nature permet aux autres choses vivantes de faire, choses animales ou végétales, eh bien ce quelque chose, c'est, bien entendu, la connaissance. Et plus encore, la connaissance acquise par le raisonnement. Le raisonnement, c'est-à-dire la faculté développée par l'homme au cours de son évolution, pour la raison principale qu'il s'est rendu compte que cette faculté était susceptible de lui conférer cette fameuse identité propre qui le distinguerait à tout jamais des choses exclusivement naturo-dépendantes. Alors il est à noter que cette vision du phénomène culturel se rapproche, d'ailleurs étrangement, de certaines définitions de la philosophie, notamment celle de Thomas Hobbes, qui écrit dans son Léviathan qu'il faut entendre par philosophie, je cite,
La connaissance acquise par le raisonnement, qui va de la façon dont une chose est engendrée jusqu'à ses propriétés, ou qui va des propriétés constatées aux voies possibles d'engendrer cette chose. Philosophie et culture, du coup, seraient donc finalement deux notions assez proches l'une de l'autre, voire identiques, en tant que point de départ de toute chose pour ce qui concerne l'agir humain, en dehors bien entendu de l'inné humain, dont le contenu resterait néanmoins indéterminé, en tant que seul domaine commun avec l'espèce animale, et tout entier, lui, l'inné, contingenté par la nature. Domaine de l'inné, objet par ailleurs de controverses entre les plus éminents philosophes, comme par exemple entre Descartes et Locke, le premier, Descartes, étant promoteur de l'innéisme, et le second, Locke, célèbre contempteur de l'innéisme à cette nuance près que pour Descartes, l'inné humain ne vient pas de nature mais de Dieu, ce qui ne le rapproche donc pas pour autant du règne animal. Mais bref, qu'il existe ou pas un inné humain, ce qui n'est pas à proprement parler notre propos d'aujourd'hui, que cet inné existe ou pas, ce qui est certain par contre, c'est que tout agir humain qui ne relève pas de l'inné relève, lui, de la culture. La culture étant elle-même la face opérationnelle de la philosophie, qui, comme nous le savons tous, est la mère de toutes les sciences. Des sciences dérivées, en effet, comme la sociologie, l'anthropologie, voire l'éthologie, définissent la culture de façon plus étroite en disant que la culture, c'est ce qui est commun à un groupe d'individus, que c'est ce qui le soude, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit, inventé. Nous voyons que nous sommes bien là dans l'antinature, ou plus exactement dans le a-nature, a privatif, et donc dans le spécifiquement humain. Ainsi, pour une organisation internationale telle l'UNESCO, la culture, c'est ceci. Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. La culture englobe, outre les arts, les lettres, les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Cette définition de l'UNESCO nous amène, tout d'abord, à faire un ajustement et à dénoncer l'abus de langage qui nous fait utiliser souvent le mot culture pour désigner presque exclusivement l'offre de pratiques et de services culturels dans les sociétés modernes et en particulier dans le domaine des arts et des lettres. Mais ce réductionnisme n'est pas fortuit ni anodin, car il est en réalité le produit voulu du pouvoir coercitif qui a toujours cherché à contrôler l'évolution de la collectivité et de ce fait à l'intégrer dans sa politique législative. C'est ainsi qu'en France, par exemple, pour illustrer notre propos en terre inconnue, les prémices d'une politique dite culturelle datent des premiers siècles de la monarchie capétienne. Si c'est par exemple Saint Louis qui présida la fondation de la Sorbonne avec Robert de Sorbon en 1257. À l'époque cependant, la politique culturelle royale s'exprimait essentiellement sous l'aspect du mécénat. Et ce n'est que sous François Ier que fut fondée la première institution culturelle d'État, le Collège de France. Cette politique prendra ensuite un aspect nettement plus patrimonial quand la monarchie marquera notamment avec Louis XIV son souci de l'entretien et de la conservation de ces bâtiments historiques. Après la Révolution, toujours en France,
La politique culturelle de l'État va prendre une nouvelle orientation. Et sans pour autant cesser de veiller à la conservation du patrimoine national, elle va se mettre à favoriser la diffusion des arts et du savoir par la création de grandes écoles, telles l'École nationale supérieure des beaux-arts, Conservatoire national des arts et métiers, Conservatoire de musique, le Musée national d'histoire naturelle, etc. Puis c'est en 1959 que le général de Gaulle a créé le premier ministère autonome, chargé non plus de gérer une politique des beaux-arts, mais d'assumer, dixit, un rôle déterminant dans la nouvelle mission culturelle de la collectivité. Voici qu'apparaît donc pour la première fois le mot « culture ». Ce ministère d'État, chargé des affaires culturelles, et, comme vous le savez tous, dirigé pendant 10 ans sans discontinuer par André Malraux, il avait pour mission de, je cite, « rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français et d'étrangers, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit qui l'enrichissent. » Ces missions du ministère de la Culture restèrent ainsi définies jusqu'en 1982, date à laquelle l'union de la gauche au pouvoir compléta cette formulation en y ajoutant un objectif résolument social par la petite phrase « développer les pratiques et les enseignements artistiques et contribuer au développement de l'éducation artistique et culturelle des enfants et jeunes adultes ». Nous voyons donc bien que nous restons toujours dans l'exception réductrice culture égale beaux-arts, ou grosso modo. Et tout ça, pour quel résultat? Le ministère de la Culture a commandé lui-même 2 enquêtes, une en 1997 et une en 2008, sur les pratiques culturelles de nos compatriotes, synthétisées dans l'ouvrage d'Olivier Donat, intitulé « Pratiques culturelles des Français à l'ère numérique » et publié aux éditions La Découverte. L'auteur, qui est chargé de recherche au département des études de la prospective et des statistiques au ministère de la Culture, et qui peut être considéré comme le meilleur spécialiste interne de cette question, y reconnaît notamment que, au terme, je cite, de plus de 30 ans de démocratisation scolaire, l'allongement de la scolarité s'est accompagné d'un recul de la connaissance des auteurs ou artistes qui, il y a encore 15 ou 20 ans, figuraient parmi les noms les plus prestigieux de la culture scolaire. Dans cette même étude, Olivier Donat constate également que, je cite, « le désir de culture fait place maintenant chez les adolescents à un anti-intellectualisme qui sévit même chez les enseignants. À tous les niveaux de connaissances, ils sont plus proches du pôle distractif, plus enclins à rejeter les patrimoniaux, plus portés à marquer leur préférence pour des formes d'expression sans prétention intellectuelle. » Toujours en se basant sur l'exemple de la France. Il semblerait donc bien que ce remplacement, déjà acquis, de l'acception réductrice du terme culture par le terme expression artistique, doivent faire place désormais dans notre société industrielle capitaliste croissanciste à une deuxième réduction du terme expression artistique vers celui, cette fois-ci, de divertissement. Et nous allons voir que cette translation marque bien elle-même, par contre, une réalité culturelle, mais culturelle au sens générique et global du terme que nous avons défini en début de propos. Mais revenons précisément à la définition générale de la culture qui, en résumé, désigne, comme nous l'avons dit,
tout comportement, habitude, savoir ou système de sens transmis socialement et non par héritage génétique de l'espèce, non par la voie innée. Cette culture comprend ainsi tout ce qui est considéré comme acquisition de l'espèce humaine, indépendamment de son héritage instinctif considéré comme naturel et inné. Elle est en définitive l'identité d'un peuple donné. Mais à l'intérieur d'un peuple donné, il existe et peut exister plusieurs cultures particulières et il n'est pas douteux d'un point de vue sociologique qu'il existe des pratiques culturelles différentes selon l'espace et le temps, selon la position sociale occupée par les individus que l'on étudie au sein de la société, selon le genre, selon le travail exercé, etc. D'une manière plus précise, chaque pratique culturelle est étroitement liée aux représentations du groupe social considéré. Ainsi, chaque individu, étant donné qu'il est un produit socio-historique, étant donné qu'il est un homme vivant parmi d'autres hommes, éduqué d'une certaine façon et habitué à certaines pratiques sociales qu'il juge normales, chaque individu donc se fait ses propres représentations de ce qui est légitime, de ce qui est non légitime, de ce qui est beau, laid, bien ou mal. C'est ainsi que la culture doit être considérée comme une dynamique de transformation successive dans l'histoire de l'homme, dynamique en liaison avec les changements sociaux, politiques et les évolutions techniques. Ces éléments sont liés entre eux. Mais la culture, c'est aussi le reflet d'une domination de classe. Parce que ces pratiques, elles font souvent référence à l'existence d'une culture dominante et légitimée, antagonique à une culture qui serait, elle, dominée et dont les valeurs, elles, ne sont pas publiquement reconnues. C'est ainsi que chaque individu doté d'un capital économique, d'un capital social, d'un capital culturel déterminé par son champ social, chaque individu est forcé d'intérioriser les normes reconnues par le champ dominant pour pouvoir à son tour être reconnu, pratiquant ainsi une sorte d'autocensure culturelle permanente assortie d'un comportement ostentatoirement adoubé par le pouvoir ou par l'opinion publique dominante. Une schématisation classique de la culture consiste à la regarder comme formée de 4 éléments qui sont transmis de génération en génération, à savoir les valeurs, les normes, les institutions et les artefacts. Alors, les valeurs, ou systèmes de valeurs, ça comprend les idées, voire les matériaux, qui semblent importants et incontestables. Les valeurs guident les croyances qui, à défaut d'être fondées sur des éléments factuels et solidement argumentés, face aux objections, peuvent rapidement s'assimiler à des mythes. Nous allons en parler. Deuxièmement, les normes. Les normes, elles sont constituées par les attentes sur la façon dont les personnes doivent se comporter dans diverses situations. Chaque culture a des méthodes appelées sanctions pour imposer ces normes. Ces sanctions varient avec l'importance de la norme. Les normes qu'une société impose formellement, ça s'appelle des lois. Troisièmement, les institutions. Les institutions, ce sont les structures de la société dans et par lesquelles les valeurs et les normes sont transmises. Ce sont les outils de transmission. Et quatrièmement, les artefacts. Les artefacts sont les actions humaines, les manifestations visibles ou aspects extérieurs qui décrivent les valeurs et les normes d'une culture. Mais nous venons aussi de dire que la culture pouvait être multiforme. Multiforme selon les lieux géographiques et les catégories humaines.
Alors, dans ces conditions, pouvons-nous identifier des valeurs, des normes, des institutions, des artefacts communs à tous les hommes vivant dans la grande société industrielle installée sur la planète Terre? Autrement dit, existe-t-il du point de vue culturel un plus petit commun dénominateur à tous ces peuples qui la composent? Assurément oui. Assurément oui, et c'est bien là l'objet de notre propos ce jour, car ce plus petit commun dénominateur, cette valeur commune à tous les peuples de la planète, tous les peuples quelle que soit leur race, leur religion, leur niveau de vie, ou la caractéristique de leur organisation sociétale, notamment du point de vue du mode d'exercice du pouvoir politique, ce plus petit dénominateur commun, c'est, naturellement, la croissance. La croissance, cette valeur phare, est la valeur qui prédomine sur toutes les autres depuis l'instauration de la société industrielle que nous avons suggérée dans les conférences précédentes, comme pouvant être datée conventionnellement aux environs des années 1850. Mais la réalité historique nous force à constater que cette valeur phare, qui guide aujourd'hui les politiques publiques de pratiquement tous les pays de la planète, et finalement de tous les pays de la planète, est finalement toute récente. Parce que, comme nous venons de le dire, datée de 170 ans à peine, sur une durée de vie du genre Homo sapiens estimée à 300 000 ans. Mais surtout, force nous est également de constater qu'elle s'oppose radicalement à une autre valeur qui, elle, a régné pendant ces 300 000 ans, une valeur que nous qualifierons de conservatisme, pour rester en phase avec notre propos, de accroissance, c'est-à-dire croissance précédée du A privatif. Alors ce point mérite que nous nous y attardions quelque peu. Car une question nous vient immédiatement à l'esprit: pourquoi l'Homo sapiens a-t-il brisé aussi soudainement sa trajectoire d'état quasi stationnaire pour adopter une trajectoire radicalement différente en y adhérant aussi massivement? Avant de tenter de répondre à cette question, nous devons tout de suite rejeter un correctif qui viserait à la nuancer, au prétexte, par exemple, que l'évolution se serait faite progressivement par un étalement de cette transition sur plusieurs siècles. Cet éventuel correctif serait inexact, serait indubitablement inexact, puisque nous avons vu, dans le préambule à cette série de conférences, que les courbes de la consommation de ressources naturelles finies, que celles de la production de richesse, le PIB, et que celle de la population, que vous pouvez revoir ici, présente un tracé quasi linéaire, droit et horizontal, avec un sinus au plus égal à 1 ou 2 degrés, depuis l'année moins 10 000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment du début de la révolution néolithique, jusque vers l'année 1850, date à laquelle ces trois courbes se cabrent de façon asymptotique en direction de sommets paraissant infinis. De plus, il nous faut préciser que ces mêmes trois courbes appliquées à la période Homo sapiens pré-néolithique, c'est-à-dire de moins 300 000 ans à moins 10 000 ans, et qui n'est pas proposée ici sur ces graphiques, présente, elle, un tracé rigoureusement horizontal, illustrant non pas un état quasi stationnaire, mais un état totalement stationnaire. Autrement dit, totalement et éternellement durable, figurant ainsi un modèle incontestable de stabilité écologique de l'espèce humaine, qui n'est pas une simple vue de l'esprit, mais une réalité bien factuelle d'environ 2 millions d'années. Donc,
après avoir été convaincu que l'entrée en croissance a bien été rapide et brutale, une autre question liminaire se pose alors à nous. Ce désir de croissance était-il inscrit dans les gènes de l'Homo sapiens, inné, n'attendant que des circonstances favorables pour s'exprimer? Ou bien, au contraire, ce désir de croissance est-il apparu de façon fortuite, telle une lubie passagère? Ou bien encore, autre hypothèse, aurait-il été imposé politiquement par une minorité dominante au reste de l'espèce? Ces questions passionnantes ne peuvent naturellement pas trouver de réponse mathématique, puisque aucune hypothèse ne pourra être en mesure d'apporter suffisamment de preuves factuelles à l'appui de son éventuelle argumentation. Seules des tendances, des corrélations pourront être avancées. La plus évidente étant que celle qui mettrait en perspective la très longue réalité de 300 000 ans d'état stationnaire avec la très courte réalité de 170 ans de croissance, et qui de ce fait nous amènerait à penser qu'une pulsion qui patiente pendant 300 000 ans, pour s'exprimer, n'est pas issue d'un facteur inné, ne peut pas être issue d'un facteur inné, mais ne semble pas pouvoir être issue d'un facteur inné, mais ce n'est qu'une hypothèse. Une hypothèse que nous nous permettrons simplement d'évoquer. Alors, en dehors de la réponse qui pourrait être apportée à cette question causale, et qui nous donnerait une idée plus précise de la nature exacte de ces volontés de croissance, nous allons maintenant étudier la façon dont cette volonté de croissance est devenue un véritable fait culturel, tant au plan des valeurs qu'elle véhicule, qu'au plan des normes qu'elle impose, qu'au plan des institutions qui en sont issues et des artefacts visibles au quotidien qu'elle produit. Voyons tout cela d'un petit peu plus près. Alors tout à l'heure, nous avons rapproché culture et croyance. Mais nous devons à la réalité, à la vérité, de préciser que leur cohabitation n'est pas forcément réversible, dans la mesure où les croyances sont toujours constitutives d'une culture, mais qu'une culture n'est pas forcément constitutive, elle, de croyances, en théorie. Or, dans le domaine de la croissance, il apparaît que nous sommes bien en présence d'une croyance, ou de plusieurs croyances associées qui, toutes assemblées entre elles, génèrent une culture globale. Afin d'éviter les confusions, il nous faut rappeler également que nous employons le terme « croyance » dans son acception étymologiquement exacte, c'est-à-dire en tant que processus mental conduit par une personne qui adhère à une thèse ou à une hypothèse, de façon qu'elle les considère comme une vérité absolue, indépendamment des faits ou de l'absence de faits confirmant ou infirmant cette thèse ou cette hypothèse. De ce fait, la croyance s'oppose à la connaissance. Croyance, connaissance. Représenter, elle, la connaissance par un ensemble de données factuelles permettant à une personne de conduire un processus mental sensiblement différent, tout entier basé, lui, sur la démonstration et l'argumentation d'une idée. De ce point de vue, l'adhésion massive des peuples humains à la croissance, en tant que valeur phare de la trajectoire collective, relève bien de la croyance et pas de la connaissance. De même que son symétrique, le rejet de la décroissance, relève lui aussi, et pour des raisons identiques, de la croyance et pas de la connaissance. Et lorsque, à contre-courant de la culture officielle, nous mettons en avant le caractère inéluctable de la décroissance en étayant notre argumentation sur des éléments scientifiques ou même sur des éléments de simple bon sens, la grande majorité des gens nous opposent une simple conviction qui, objectivement, au final, relève d'une croyance
de caractère même religieux. Ce credo de la croissance qui va durer éternellement, est même renvoyé à la face des différents sceptiques de façon compulsive, voire agressive, comme si ces sceptiques osaient violer un tabou, bafouer une valeur fondatrice ou nier une vérité absolue et incontestable. Cette agressivité des zélateurs de la croissance infinie, cette propension même à la pénalisation du simple doute, à vouloir pénaliser le simple fait de douter, et partant à la criminalisation de sa négation, témoigne à elle seule de la puissance fédératrice de la valeur croissance du point de vue de la culture humaine actuelle. Pour ceux qui croient en la croissance, c'est-à-dire à sa durabilité et à sa vertu, car cette valeur emporte bien ces deux aspects. Croire à la croissance, c'est croire à sa durabilité, mais c'est croire aussi à sa vertu. Nous y reviendrons. Nous reviendrons sur ce point. Pour ces zélateurs, l'argumentation fondamentale, c'est que ce qui est aujourd'hui ne peut pas ne pas perdurer demain. C'est une doctrine qui procède de la force de l'instantanéité et de la dictature du présent. À l'inverse, la position de ce que nous pourrions appeler les croissanço-sceptiques, sans même parler des objecteurs de croissance, mais simplement des gens qui sont sceptiques. Cette position se fonde sur un catalogue détaillé de faits incontestables. Et en premier lieu, celui que les ressources naturelles finies, nécessaires au processus industriel croissant, n'existent qu'en quantité limitée, et que leur disponibilité est vouée à diminuer inexorablement. Nous en avons déjà abondamment parlé dans les premières conférences sur l'impasse physique notamment et l'impasse comptable. Les croissancistes les plus avisés se rebellent parfois contre ces évidences en argumentant qu'il existe des ressources renouvelables. Des ressources renouvelables, essentiellement le bois et plus globalement la biomasse. Mais sans expliquer comment ils comptent s'affranchir des lois physiques qui imposent de ne pas exploiter ces ressources renouvelables au-delà de leur taux de renouvellement, ce qui, de ce fait, rend ces ressources incapables de fournir à elles seules le carburant nécessaire au maintien de l'activité économique telle que nous la connaissons aujourd'hui. D'autres, plus avisés encore, nous expliquent alors que nous avons à notre disposition non seulement des ressources renouvelables. Rappelons-nous que les ressources renouvelables sont des ressources de type biomasse. Qu'il existe des ressources inépuisables ou quasi inépuisables, qui sont le vent, le soleil et l'eau, ou plus exactement, la gravité. On parle de la force hydraulique, mais il s'agit en fait de l'énergie dégagée par l'élément liquide lorsqu'il se passe d'un point haut à un point bas. Alors, ceci est rigoureusement exact, mais ces zélateurs avisés sont néanmoins dans l'incapacité de nous prouver leur potentiel et notamment, et plus concrètement, de nous démontrer que ces ressources inépuisables seraient en capacité de fournir ne serait-ce que l'équivalent journalier des 90 millions de barils de pétrole consommés actuellement, loin s'en faut. Ils évitent également de nous dire que ces énergies miracles, dites miracles, l'eau, le soleil et le vent, ne sont en réalité que des énergies ancestrales, déjà utilisées par les premiers Homo economicus, mais abandonnées il y a quelque temps pour leur trop faible potentiel face aux énergies issues des hydrocarbures. Enfin,
ils s'abstiennent de nous préciser que ces ressources inépuisables ne sont que des ressources énergétiques, et pas des ressources minérales. Or, nous savons que la machine croissanciste industrielle, se nourrit du couple énergie-matière et que dans ces conditions, le défaut d'un seul élément rend inopérant l'ensemble du dispositif. Dans ce domaine de la matière, une croyance leur vient toutefois à la rescousse, c'est celle du recyclage. Recyclage qui est une composante fondamentale de la valeur culturelle croissance, mais qui, paradoxalement, pourrait contribuer à elle seule à discréditer cette valeur croissance, puisque nous verrons un peu plus loin qu'en réalité, le recyclage est un mythe. Nous voyons donc que c'est à partir d'éléments très précis que ce que nous appelons les croissance-sceptiques développent leur raisonnement, et que par voie de conséquence, ce que nous pourrions appeler le credo de la décroissance bénéficie d'un véritable appui factuel, contrairement au credo de la croissance, qui lui ne se base que sur des espoirs pieux, relevant plus de la religion que d'une conviction raisonnable et argumentée. Ainsi, lorsque nous posons aux croissancistes la question, par exemple, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que la croissance va durer? Leur réponse se base immanquablement sur de simples ressentis, ce qui est contraire aux lois fondamentales du débat, celui-ci perdant dès lors l'essentiel de sa pertinence et se terminant généralement par une fin de non-recevoir du style « et puis c'est comme ça parce que ça a toujours été comme ça, que l'homme a toujours progressé » ou des formules de ce genre. Ce refus de l'argumentation factuelle est naturellement sous-tendu par la conviction inébranlable qu'ils ont qu'il n'est pas besoin d'argumenter lorsqu'une chose est évidente. Les rares fois où les adorateurs de la croissance acceptent de débattre sur les faits, ils ne se basent que sur des éléments mineurs, refusant les macro-constatations et se retranchent sur des micro-constatations, c'est-à-dire des expériences de laboratoire. Par exemple, lorsque nous évoquons le déclin de l'aviation né à la fin du kérosène, il nous oppose l'exemple du Solar Impulse, ce petit avion solaire expérimental qui a effectué un voyage autour de la Terre en 18 mois. Et ils nous disent, vous voyez, il y a bien un avion solaire qui vole, et il n'y a donc pas de raison pour que bientôt toute la flotte du monde entier de gros porteurs ne vole pas à l'énergie solaire. Autre exemple, lorsque les croissance-sceptiques pronostiquent le déclin des transports routiers pour cause de fin du gasoil, les zélateurs de la croissance infinie leur opposent la voiture électrique en extrapolant hardiment et déclarant « Eh bien, il n'y a pas de raison pour que demain on ne puisse pas fabriquer des semi-remorques de 60 tonnes qui feront Moscou-Madrid d'une seule traite avec une batterie électrique sans avoir à la recharger. » En réalité, tous ces arguments des zélateurs de la croissance infinie ne se basent pas sur des données scientifiques efficientes. Ce ne sont que de simples extrapolations ne pouvant être valablement tenues pour des certitudes tant qu'aucune n'aura été encore vérifiée ni surtout mise à l'épreuve de la grande série. Enfin, il convient de remarquer que ces expériences de laboratoire sont généralement financées par l'argent public, parce qu'elles ne sont pas rentables en l'état, ce qui constitue paradoxalement un modèle de gestion contraire à celui qui a présidé au développement de la société industrielle croissanciste, car n'oublions pas que ce développement rapide et exponentiel qui ravit tant les zélateurs de la croissance, les croissancistes, ce développement n'a été rendu possible que parce qu'il y avait une rentabilité immédiate et non subventionnée
de l'industrie extractive privée. Bref, toutes ces contre-argumentations développées par les croissancistes face à l'inéluctabilité de la décroissance ressemblent, à s'y méprendre, aux objections bornées de la pensée mythique face aux rationalités de la pensée scientifique, soulignant encore plus l'enracinement profond dans l'inconscient collectif de la valeur croissance en tant que fait culturel majeur. Par ailleurs, cet enracinement mythique populaire se retrouve naturellement décliné dans le discours de la représentation politique, et de façon hégémonique, à tel point que nous ne trouvons dans l'offre programmatique globale des partis politiques, toutes tendances confondues, aucun projet s'opposant franchement à la sacro-sainte valeur croissance. Nous signalerons à ce propos que la soi-disant corrélation souvent évoquée du discours croissanciste avec la pensée néolibérale, tendant ainsi à attribuer à cette pensée néolibérale la seule responsabilité de l'option croissanciste, est largement contredite par la réalité des faits. Car pouvons-nous sérieusement dire que les néolibéraux sont les seuls à prôner et à croire fermement à la vertu et la durabilité, durabilité de la croissance? Gardons bien toujours à l'esprit vertu et durabilité, car nous verrons que ces deux paramètres sont de nature à opérer un clivage notable au sein même de la catégorie hétérogène de ceux qu'on nomme globalement les décroissants. Nous y reviendrons. Eh bien les néolibéraux ne sont pas les seuls, mais il y a une schématisation dans les idées, notamment chez les gens de gauche, et également chez certains décroissants, qui disent « les libéraux sont croissants, donc tous les croissants sont libéraux ». C'est un syllogisme faux. D'abord, il y manque une prémisse, et ensuite, il s'avère que beaucoup de non-libéraux sont également croissants. Pour s'en convaincre, portons par exemple nos regards du côté du parti de la France insoumise, principal opposant en parole au système économique capitalistique, et qui se prétend par moments même non croissant. Pas décroissant, mais non croissant. Eh bien, regardez de plus près, nous découvrons rapidement qu'en réalité, ce parti n'est pas vraiment contempteur de la vertu croissanciste, ni scientifiquement démonstrateur de sa non-durabilité physique, mais bien qu'au contraire, et dans le cas de son marketing politique électoraliste, qui s'efforce de ratisser large, il tente de promouvoir un gadget programmatique qu'il a dénommé écosocialisme, et grâce auquel il espère ramener une partie de la frange des décroissants, approximatifs dans son giron électoral. De fait, en consultant en détail les différents articles du programme de la France insoumise dénommé « L'avenir en commun », nous constatons que ce parti, qui s'affirme fermement antilibéral, se révèle en effet tout aussi fermement croissant dans ses options économiques. En réalité, si nous balayons tout l'éventail politique de la droite vers la gauche, de l'extrême droite vers l'extrême gauche, nous sommes bien obligés de constater que la croissance n'a pas de frontières politiques et que tous les partis politiciens y adhèrent sans restriction aucune. Même le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, dérivé de la Ligue communiste révolutionnaire d'obédience trotskiste. Même le NPA refuse de se dire décroissant ou même de prôner un tant soit peu une diminution de la production économique. Mais bon, tout ceci est d'ailleurs parfaitement logique, puisque nous avons vu tout à l'heure que l'homme de la rue croit fermement, et de façon quasi religieuse, croit fermement en la croissance. Il est donc normal que cette conviction se retrouve à l'identique au sein de l'ensemble des partis politiques représentatifs. Il n'en reste pas moins que, de ce point de vue,
La question de déterminer si c'est le discours de l'oligocratie politique qui a façonné la valeur croissance, ou si le credo de la croissance est une donnée politique populaire préexistante, parfaitement exploitée par l'oligocratie, cette question doit être posée. Question délicate s'il en est, mais à laquelle nous avons déjà livré un début de réponse tout à l'heure, en mettant en doute, non par principe, mais par observation historique, en mettant en doute l'innéité de toute valeur fondatrice de telle ou telle culture humaine, puisque la culture humaine est une création ex nihilo et indépendante de la nature. Ceci étant précisé, nous devons à la vérité de dire qu'il existe une différence entre le fait d'adhérer à un discours sociopolitique et le fait d'être manipulé par lui. Ça n'est pas synonyme. Cette différence est essentielle car son occultation explique bon nombre de discours erronés, donc au final mythiques. Bon nombre de discours mythiques de certains contempteurs de la croissance, oui, qui n'hésitent pas à parler d'une colonisation de l'imaginaire populaire. Cette vision des choses, colonisation de l'imaginaire, outre qu'elle pourrait relever de la théorie du complot, nous paraît largement excessive, car elle nie la responsabilité individuelle et le libre arbitre du citoyen ordinaire, et semble bien au contraire vraisemblable que l'immense majorité des gens a pleinement conscience qu'elle vit dans une société basée sur la croissance et qu'ils y adhèrent en pleine lucidité, en pleine responsabilité et pleine connaissance de cause. Bien plus. Le discours mettant en avant tout ce que la croissance est supposée avoir apporté au genre humain depuis 170 ans. Et la liste des nombreuses modifications jugées positives qu'elle a introduites dans les modes de vie. Ce discours doit être respecté en tant que droit à l'expression de la libre pensée de l'individu, et son dénigrement, le dénigrement de ce discours, de cette énumération, ne peut être validé que par des objections argumentées et non dominées par des ressentis subjectifs ou émotifs. La réciproque est vraie, doit en tout cas être requise. Car il ne suffit pas d'affirmer que la volonté de croissance du peuple procède d'un imaginaire colonisé ou colonisé par un on ou par un il. Il ne suffit pas d'affirmer cela pour que cette affirmation acquiert un caractère de vérité absolue. Cette affirmation que l'imaginaire du peuple est colonisé ne peut être validée que si elle est prouvée. Or, elle ne l'est pas. Non seulement elle ne l'est pas, mais cette culture de la croissance présente au contraire tous les caractères d'une culture parfaitement voulue et souhaitée par le grand nombre. Voulue et souhaitée à tous les niveaux sociologiques, les niveaux géographiques de la population mondiale. Cette mise au point est de toute première importance car elle nous permettra de juger les adorateurs de la croissance en toute responsabilité et pas sur de simples ressentis subjectifs. Parce qu'en effet, l'idée selon laquelle les populations prises dans leur ensemble ne seraient pas responsables des conséquences et de l'issue finale de l'option croissanciste, cette idée reviendrait à comparer ces mêmes populations aux individus légalement exonérés de sanctions pour certains types de délits au prétexte qu'ils ont été au préalable déclarés mentalement irresponsables par un comité d'experts, comme cela se produit parfois dans les cours d'assises. Mais il y a encore autre chose. Nous avons dit tout à l'heure que ce mythe de la croissance, volontairement assumé et librement consenti par les masses populaires, présentait un double caractère de vertu et de durabilité, associant ainsi un critère subjectif et un critère objectif.
Nous pensons avoir déjà démontré, dans les conférences précédentes, notamment celle sur l'impasse physique et sur l'impasse comptable, le caractère largement illusoire du critère objectif de durabilité de la croissance. Démonstration que nous avons renforcée encore par l'indigence, en montrant l'indigence des arguments présentés par ces turiféraires, arguments dérisoires dont nous avons donné quelques aperçus il y a quelques instants. Mais parmi ces arguments, régulièrement avancés par les fidèles du culte de la croissance, il en est un qui, bien que relevant intrinsèquement de données purement techniques et scientifiques, a acquis une caractéristique de valeur, dotée de normes, encadrée par des institutions et matérialisée par des artefacts. Donc répondant à tous les critères de définition d'un fait culturel, tel que nous l'avons défini en début de conférence, cette valeur culturelle, c'est le credo du recyclage. Le recyclage. Il nous faut prendre le temps de nous arrêter sur cette notion de recyclage, que nous aurions d'ailleurs pu traiter dans le chapitre sur l'impasse physique, mais qu'il nous a semblé préférable, au risque de surprendre, de traiter ici en tant que fait culturel, étant donné son importance fondatrice dans l'idée de durabilité de la croissance et par voie de conséquence, son rangement dans la catégorie des mythes de la société industrielle. Alors avant de commencer l'étude du dieu recyclage, nous devons tout d'abord préciser de quel recyclage nous allons parler. Car ce terme, comme un certain nombre d'autres termes techniques entrés dans le langage courant, a subi des déformations qui ont abouti à ce qu'un même signifiant désigne en réalité plusieurs signifiés sensiblement distincts. Système des déformations populaires. Parce que dans l'esprit commun, le terme de recyclage aujourd'hui évoque au premier abord le traitement des déchets domestiques tant on nous parle de tri sélectif et de collecte destinée au recyclage de nos rogatons, emballages et objets périmés divers. La fameuse TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, matérialisant la contribution financière que le bon citoyen est invité à verser pour la préservation de la planète. Par ailleurs, nous assistons régulièrement à l'apparition dans la presse, même dans la presse subventionnée, d'articles affichant des titres ronflants du genre « Le mythe du recyclage ». Exemple, le journal Télérama du 20 novembre 2020. Et nous expliquant que finalement ce recyclage est un leurre, est un mythe. C'est ainsi que la question du recyclage n'est abordée dans la communication mainstream que sous son aspect de la récupération des emballages usagés, de la gestion des décharges publiques, de la préservation de l'environnement. C'est extrêmement louable, bien entendu, mais la question du recyclage, la vraie question n'est pas là. Car la question fondamentale, à propos du recyclage, celle qui conditionne la durabilité de la croissance, donc le lien entre recyclage et croissance, ou le développement durable, si vous préférez. La question fondamentale, c'est le maintien du stock de matière, voire son augmentation, pour ceux qui veulent que la croissance continue indéfiniment. La matière, c'est-à-dire en fait les minerais, les métaux répertoriés notamment dans la table de Mendeleïev, est pris au sens de leur incorporation dans le process industriel en association avec une quantité d'énergie telle que le montre le petit schéma bioéconomique qui s'affiche ici. Alors en effet, si le problème de la dissipation de l'énergie, c'est-à-dire celui de la continuité de la disponibilité en énergie, plus particulièrement sans l'apport des hydrocarbures,
Si ce problème est généralement bien présent à l'esprit du grand public croissanciste, et avec les types d'arguments tirés du fameux catalogue de la transition énergétique, le problème de la dissipation des métaux, par contre, lui, il est totalement ignoré, il est totalement absent des médias, évacué en quelque sorte par le mythe du recyclage. Car nous parlons bien ici du recyclage des métaux à grande échelle, des métaux et minerais, entrant dans la composition du moindre objet de consommation courante utilisé par l'homo industrialis. Eh bien, dans l'esprit commun croissanciste, cette matière, ces minerais, ces métaux, sont supposés être indéfiniment réutilisables par la magie du sacro-saint recyclage. Cette évidence du recyclage, ayant acquis une telle force axiomatique qu'il ne paraît pas utile, à l'instar du concept d'intérêt général par exemple, il ne paraît pas utile d'en débattre. En attendant, pourquoi pas qu'une loi du genre fake news vienne même ranger ce type de questionnement dans la catégorie des infractions. Bien plus. Et même, on le constate chez certains sceptiques de la croissance. Nous entendons des voix suggérer que le recyclage des métaux pourrait être infini. Même chez certains sceptiques de la croissance. Infini, il pourrait l'être à condition de disposer de suffisamment d'énergie infinie elle aussi, de type par exemple fusion nucléaire. C'est dire combien ce mythe du recyclage est devenu un véritable fait culturel au point d'occulter la réalité, même aux yeux de certaines personnes ayant pourtant déjà acquis un bon niveau de lucidité face à l'hérésie croissanciste. Car en invoquant cette énergie miracle, qui permettrait de conserver indéfiniment intact le stock de la dot métallique terrestre, ces rêveurs imprégnés de la culture du recyclage oublient consciemment ou non consciemment, et ils oublient trois choses. Premièrement, pour que la croissance continue, il ne faut pas seulement maintenir le stock de minerais à un niveau constant, mais il faut l'augmenter, c'est-à-dire acquérir la capacité de créer de la matière. Nous avons d'ailleurs bien vu dans le chapitre sur la passe comptable que cela pourrait constituer en théorie, d'ailleurs, un des moyens de rétablir les excédents de gestion du compte d'exploitation par incorporation d'une variation positive de stock dans la colonne des produits dans une classe de compte 7. Nous attendons donc de ces esprits féconds qu'ils nous expliquent la façon de créer de la matière. Deuxièmement, le recyclage. C'est une opération qui, pour être rentable, doit être à la fois techniquement possible et financièrement positive. Sur le plan technique, il faut rappeler que plus les alliages sont complexes, plus le recyclage est difficile, donc avec un rendement de plus en plus bas, c'est-à-dire moins de quantité de matière récupérée par rapport à la quantité de matière utilisée. Or, dans la société industrielle croissanciste, les alliages utilisés sont de plus en plus complexes et leur imbrication entre eux, dans les ouvrages les plus sophistiqués de type TGV ou wagon, type wagon de TGV ou avion, rendent le recyclage un véritable casse-tête. Enfin, troisième point. Troisième point est sans doute, d'ailleurs, le plus déterminant. Toute opération de recyclage, quelle qu'elle soit et quelle que soit la simplicité ou la complexité des alliages traités, débouche et débouchera toujours sur une quantité moindre à la sortie qu'à l'entrée. S'ajoute à cette loi imparable une autre loi, imparable elle aussi. C'est celle qui dit que la quantité de matière de l'objet usagé entrant en recyclage est forcément moindre que la quantité de matière initiale contenue dans l'objet neuf. Afin d'illustrer ce raisonnement, qui montre que le recyclage tend inexorablement vers zéro, vous voyez apparaître ici ce petit schéma.
que nous allons commenter. Alors, afin de simplifier au maximum le raisonnement, nous avons pris le cas du recyclage multiple d'un objet fabriqué avec un seul composant métallique, à savoir une bêche en fer. Cet exemple théorique illustre un cas de recyclage effectué dans les conditions les plus optimales que nous puissions imaginer, ce qui veut dire que les résultats chiffrés prévisionnels qu'on obtiendra à partir de cet exemple doivent être considérés comme des maximums, toute autre configuration de recyclage ne pouvant donner que des résultats inférieurs. Bien, comme vous le voyez sur cette figure, nous avons posé le problème du recyclage, figure schématique, nous avons posé le problème du recyclage de la valeur de 11 socs de bêche en fer, pesant chacun 10 kg au départ, et arrivé en fin de vie, c'est-à-dire après X années d'utilisation. Nous avons vu, lors de notre première conférence sur l'impasse physique, que Georgescu-Roegen avait extrapolé au-delà de la thermodynamique en nous suggérant d'énoncer un quatrième principe de la thermo, selon lequel la matière utilisable se dégrade elle aussi inéluctablement, tout comme le fait l'énergie. C'est une proposition de Roegen. Mais en réalité, nous n'aurions même pas besoin de considérer cette approche scientifique pour comprendre tout simplement que nos 11 socs de bêche, au-delà d'un nombre X d'années d'utilisation, ont perdu une partie plus ou moins importante de leur matière et qu'au lieu de peser chacun 10 kg, ils ne pèseront plus que 9 kg, ou un peu plus ou un peu moins, selon leur mode d'utilisation, leur mode de rangement, de stockage. Les kilos manquants n'ayant pas disparu, puisque Lavoisier nous a appris que rien ne se perd, mais que tout se transforme, et que, en l'occurrence, la quantité de fer manquante dans chaque soc de bêche se sera transformée en une quantité identique de fer, mais disséminée en microparticules aléatoirement réparties dans l'environnement, et de ce fait qu'elle serait devenue définitivement inaccessible pour l'homme. C'est ainsi que nous aurons réduit nos 11 socs de bêche initiaux de 10 kg à la valeur de 10 socs de bêche en fin de vie et prêts à être recyclés. Mais ce n'est pas tout, car pour recycler ces bêches, il va falloir les collecter et les acheminer vers une usine de recyclage, ce qui va nécessiter d'utiliser un véhicule qui va consommer de l'énergie d'une part, pour actionner son moteur, et consommer de la matière d'autre part, de par l'usure des différents composants du véhicule lors de son fonctionnement et lors des frottements. Consommation de matière, que nous avons chiffrée dans la première colonne en kilos, et consommation d'énergie, que nous avons portée dans la deuxième colonne en kilowattheures. Comme vous pouvez le voir, nous avons également supposé que la collecte serait optimale, c'est-à-dire que le nombre de bêches recyclées serait rigoureusement égal au nombre de bêches initialement construites et qu'aucune entité ne serait perdue entre le moment de la fabrication et le moment de sa fin de vie. C'est une hypothèse théorique. Et ce paramètre revêt toute son importance car nous savons tous que la collecte d'objets usagés est rendue plus ou moins difficile selon le type d'objet, notamment pour les objets en plastique, et que le paramètre de déperdition au cours de la phase de collecte est déterminant dans l'équation finale du rendement global du recyclage. Mais revenons à l'exemple de nos socs de bêche. Nous voyons très clairement sur ce schéma qu'à chaque étape de leur recyclage successif dans le temps, de multiples diminutions de la masse de matière globale est constatée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par la diminution de la masse recyclée suite à l'usure du temps, mais aussi à chaque fois par la diminution de la masse obtenue après recyclage, pour ce qui concerne la masse de fer des socs de bêche. Et que, facteur aggravant,
par une diminution également de la masse constitutive des dispositifs de collecte, engins de compression, engins de transport, de levage, etc. Et enfin, par la diminution de matière des infrastructures de traitement, les usines. Tous ces chiffres sont indiqués dans la première colonne du diagramme. Mais ce n'est pas tout, car nonobstant cette perte irrémédiable de matière globale, il aura fallu, à chaque étape du cycle, collecte, transport, traitement, stockage, consommer de l'énergie, dont l'estimation chiffrée est portée dans la deuxième colonne. Alors, ce diagramme, certes schématique, voire simpliste, entendons-nous bien, n'a naturellement pas vocation à être discuté quant aux chiffres précis qu'il indique, mais plutôt à démontrer de façon compréhensible par tout non scientifique les deux théorèmes suivants. Le premier théorème pourrait s'énoncer ainsi. Les recyclages successifs d'une quantité donnée de matière produisent à chaque étape une quantité de matière inférieure à celle de l'étape précédente, aboutissant au bout de certain temps à la disparition complète de la matière utilisable. La donnée un certain temps, exprimée par exemple en nombre d'années, étant un paramètre de ce théorème dont la valeur exacte n'est pas établie, mais qui, dans tout état de cause, ne saurait être égale à l'infini. Deuxième théorème pourrait s'énoncer ainsi. Une quantité d'énergie non négligeable est nécessaire pour mettre en œuvre le recyclage de la matière. Et cette quantité est d'autant plus importante que les matériaux recyclés sont issus de combinaisons physico-chimiques complexes, comme par exemple les alliages. La combinaison de ces deux théorèmes nous amène donc à la conclusion, assez facile à comprendre, que, en plus de consommer beaucoup d'énergie, le recyclage de la matière tend inexorablement vers zéro. Cette réalité, simple, mais implacable, elle est largement occultée dans le débat public. La preuve, c'est que nous entendons régulièrement parler de la transition énergétique, mais jamais de la transition minérale, de la transition métallique, ou plus globalement ce que nous pourrions dénommer la transition matérielle, transition de la matière. Ces évidences, toutefois, ne découragent pas certains croissancistes qui opposent aux contempteurs du recyclage comme solution à la durabilité de la matière, ils leur opposent les progrès, ils nous opposent les progrès de la technologie, qui seraient supposés être en mesure d'augmenter le rendement des opérations de recyclage, ainsi que une meilleure organisation du tri sélectif et de la collecte pour réduire les pertes amont. Ces maigres objections ne visent en fait qu'à imaginer une augmentation possible du délai qui nous sépare de la fin de la matière, mais certainement pas à contester la réalité de cette fin, car personne n'est aujourd'hui sérieusement en mesure de contester les deux théorèmes que nous venons d'énoncer il y a quelques instants. Parce qu'au fond, peu importe le délai qui nous sépare du zéro matière, qu'il soit de quelques dizaines d'années, voire de quelques siècles, ne change rien au fond du problème. Ce problème, c'est que la matière utilisable diminue inexorablement et que par conséquent tout système économique basé sur l'utilisation de la matière est voué au déclin. Au déclin dans un premier temps, puis à l'extinction dans un deuxième temps. Il ressort de cet exposé des faits qu'un état stationnaire durable, et à plus forte raison un développement durable, doit être conditionné par un renouvellement de la matière, donc pour parler clair,
par une reconstitution du stock initial de matière contenu dans l'écorce terrestre et que le processus industriel a disséminé. Car n'oublions pas que si la Terre peut être considérée comme un système thermodynamique ouvert du point de vue de l'énergie, puisqu'elle reçoit en permanence de l'énergie solaire. A contrario, elle est objectivement un système fermé du point de vue de la matière, car elle ne reçoit pas de matière de l'univers. Ceci étant posé, ceci étant rappelé, nous attendons donc de nos contradicteurs qu'ils nous livrent leurs solutions au renouvellement de la matière. Solutions qui ne peuvent être, à notre avis, que de deux types. 1. Fabrication de matière par l'homme à partir de quelque chose d'indéfiniment et de facilement disponible. 2. Obtention de matière à partir d'une autre planète, à condition de disposer de suffisamment d'énergie et accessoirement de matière adéquate pour permettre des allers-retours réguliers. Ces deux pistes n'étant pas impossibles d'un point de vue théorique, mais hautement improbables d'un point de vue pratique, nous comprenons donc mieux et plus clairement que le credo que nous avons déclaré en forme de fait culturel, que le credo du recyclage infini, qui constitue l'un des socles de la culture de la croissance. Le credo du recyclage infini constitue l'un des socles de la culture de la croissance. Socle en forme de mythe, nous venons de le démontrer, donc forcément non contestable dans l'idée, dans l'esprit de celui qui profère le mythe. Nous comprenons que ce credo débouche en réalité, et bien sûr, une voie sans issue. En fait, plus nous avançons dans notre étude, plus nous nous rendons compte que cette culture de la croissance repose essentiellement sur des illusions. Croissance inéluctable car inscrite dans les gènes humains, croissance souhaitable car chemin vers le bonheur, croissance possible car énergie indéfiniment renouvelable et matière indéfiniment recyclable. Illusions représentant autant de mythes modernes n'ayant rien à envier à ceux des sociétés primitives. Ce qui nous amène d'ailleurs à poser un diagnostic hétérodoxe en suggérant que contrairement à une idée communément reçue, les rêveurs ne sont pas ceux qui croient à la survenue inéluctable de la décroissance, mais les rêveurs sont bien ceux qui croient en la pérennité de la croissance. De ce point de vue, nous dirons que l'utopie est en train de changer de camp. Mais cette foi mythique et utopique en la pérennité de la croissance repose également sur un autre facteur directement lié à l'organisation sociétale, un facteur illusoire dont nous allons parler maintenant, ce qui nous permettra d'ailleurs d'amorcer la transition avec notre 8e et dernière conférence qui sera consacrée à l'impasse politique. Car cet autre pilier illusoire de la culture croissanciste se nomme le recours à l'État. Cette proposition posée ainsi, et non encore argumentée, pourrait surprendre au premier abord par son apparence contradictoire, l'État étant en effet souvent perçu dans l'esprit commun comme un élément régulateur face à un processus croissanciste supposé mu essentiellement par l'hyperactivité effrénée de l'initiative privée. Or, nous avons vu tout à l'heure, en passant en revue l'offre programmatique et politicienne, que rien n'est plus faux que cette vision libertarienne, en quelque sorte, ou plus simplement néolibérale de la croissance. Rien n'est plus faux. Faut-il, pour s'en convaincre, rappeler les conditions historiques dans lesquelles le croissancisme capitaliste a supplanté l'immobilisme monarchique? En France notamment, où le futur père du système représentatif, Emmanuel Joseph Sieyès, déclarait en substance, dès septembre 1789 devant l'Assemblée constituante issue de la Révolution de Juillet,
Mes chers amis, nous avons fait la révolution pour installer le pouvoir du peuple, c'est-à-dire pour qu'il puisse faire lui-même les lois. Mais malheureusement, que constatons-nous? Eh bien, nous constatons que le peuple n'a ni assez d'instructions, ni assez de temps libre pour le faire, c'est-à-dire pour faire les lois. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, je propose que nous construisions plutôt à la place un système représentatif dans lequel c'est une minorité choisie qui conduira la nation. Tels sont les mots, à peu de choses près, que tenait Emmanuel Joseph Sieyès devant l'Assemblée constituante le 9 septembre 1789 à Paris. Et c'est ainsi, vous le savez bien, que l'oligocratie, ou si vous préférez la démocratie représentative, a été instaurée au lieu de la vraie démocratie. Nous y reviendrons dans la prochaine conférence sur l'impasse politique. Mais ce qu'il nous faut retenir dès aujourd'hui, dans le cadre de notre approche anthropologique de la culture croissanciste, c'est que le raisonnement tenu par Sieyès en 1789 et qui concernait uniquement la création législative, ce raisonnement s'est étendu progressivement et irrémédiablement à la pensée citoyenne dans son ensemble. Et c'est ainsi que, en France, comme partout ailleurs, le recours aux préceptes de pensée établis par un groupe restreint est devenu une véritable composante culturelle de la société industrielle, et qu'il s'est continuellement amplifié, ce recours aux préceptes de pensée établis par un groupe restreint, il s'est continuellement amplifié au fur et à mesure que la croissance se développait. C'est cette composante que nous dénommerons de façon générique le recours à l'État, et qui englobe censément toutes les zones de la connaissance réputées non accessibles aux citoyens de base. Non accessibles. Pas assez d'instruction, pas assez de temps libre. Et c'est ainsi que le citoyen ordinaire, confronté à l'accroissement de la complexité du système dans ses relations avec la collectivité, ainsi que confronté à celle de la technologie dans les actes particuliers de sa vie quotidienne, le citoyen a progressivement perdu la trace du chemin qui le relie aux données naturelles de son existence. Cette perte de traçabilité engendrée par l'augmentation croissante du niveau de connaissances nécessaire à la compréhension du fonctionnement des multiples rouages sociétaux, cette perte de traçabilité, elle est de plus favorisée et amplifiée par les politiques étatiques, incitant les citoyens à ne pas s'occuper de choses qui les dépassent et à suivre aveuglément les prescriptions de la technocratie au pouvoir. Alors cet état de fait peu contestable est notamment illustré par la fameuse maxime populaire « peu m'importe de savoir comment ça marche pourvu que ça marche ». Eh bien, cette primauté visible tous les jours, cette primauté du comment sur le pourquoi, voulue par les hommes du pouvoir et acceptée volontairement par les hommes subordonnés, c'est-à-dire les citoyens, s'accompagne, en toute logique, elle s'accompagne d'une perte des savoir-faire généralistes au profit d'une division du travail généralisée et amplifiée qui aboutit à ce que la connaissance globale de chaque individu est réduite à une toute petite parcelle particulière, une parcelle hyper spécialisée, une parcelle du processus économique, alors que l'ensemble du processus considéré n'est plus maîtrisé que par une élite restreinte. Plus grave, cette parcellisation de la connaissance s'accompagne d'un cloisonnement des domaines, ce qui signifie que les élites dépositaires du savoir-faire d'un domaine particulier ne sont en réalité que des sous-élites, puisque elles-mêmes totalement ignorantes des savoir-faire du domaine voisin. Domaine voisin, bien entendu, lui aussi parcellisé entre des opérateurs particuliers ignorants les uns des autres. Et ce n'est qu'au niveau le plus haut que quelques super entités élitaires technocratiques, orchestrées cette fois par une véritable élite plénipotentiaire, c'est-à-dire par ce que nous appelons l'État,
et ses écoles d'intronisation, vont chapeauter chaque domaine de façon hiérarchique et globalisée. Nous voyons donc que la mise à l'écart du citoyen, du processus de fabrication de la loi, qui avait préconisé Sieyès, a été depuis naturellement confirmée, mais qu'elle a été étendue aussi à la mise à l'écart du citoyen de la connaissance en général. Mais si la mise à l'écart du citoyen du processus législatif a été voulue pour des raisons politiques, sa mise à l'écart du processus de la pensée l'a été pour des raisons économiques, des raisons, disons, mercantiles, ce qui, dans le cadre du système capitaliste, relève finalement de la même essence. La même essence. Plus précisément, et pour parler clair, nous dirons qu'il a été considéré qu'il valait mieux que le citoyen ordinaire consacre son temps libre à consommer plutôt qu'à philosopher. C'est-à-dire, comme nous l'avons défini en début de conférence, acquérir par le raisonnement la connaissance de la façon dont une chose est engendrée, jusqu'à ses propriétés, ou le raisonnement de la connaissance qui va des propriétés constatées aux voies possibles permettant d'engendrer cette chose. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne les domaines complexes de la connaissance et de la pensée humaine, la culture du recours à l'État s'est solidement installée. Ayant définitivement fait sienne les maximes triviales du genre « c'est trop compliqué à comprendre », il y a des gens plus savants qui savent, mieux que moi. Je n'ai pas le temps de réfléchir à cela. Et que finalement, je pense que cela me ferait plus de mal que de bien d'essayer de comprendre. Ayant définitivement fait sienne ces maximes, l'homo industrialis s'en remet alors les yeux fermés aux élites étatiques pour les sujets complexes comme par exemple la monnaie, le climat, l'énergie, les microbes et, d'une façon plus générale, il s'est mis à attendre de l'État une réponse à ses moindres besoins organiques. La société industrielle, ayant ainsi débarrassé ses ressortissants de leurs principaux tourments de l'âme, par l'intermédiaire de ces divers conseils et comités scientifiques, peut ainsi poursuivre la voie de la croissance infinie, sans avoir à gérer une quelconque fronde parmi ses sujets. Bien plus, dans cette nouvelle religion, où les scientifiques ont définitivement supplanté les prêtres, il semble bien que nous assistions à un retour en force du polythéisme, avec sa petite troupe de dieux sympathiques, côtoyant quotidiennement les mortels, festoyant gaiement et ne rechignant pas d'ailleurs quelquefois à quelques libertinages dionysiaques. C'est ainsi que nous pourrions imaginer sans peine, dans le rôle d'Hélios, dieu du soleil, le très avisé Haut Conseil pour le climat, dans le rôle d'Hygie, la déesse de la médecine, la toute-puissante autorité de la santé, dans le rôle d'Hermès, dieu du commerce, mais aussi, ne l'oublions pas, dieu des voleurs et des hâbleurs, le très respecté FMI, Fonds monétaire international, dans celui de Poséidon, le puissant ébranleur du sol, le très docte Haut Commissariat à l'énergie, dans celui d'Athéna, la merveilleuse protectrice tous azimuts, l'ensemble des dispositifs vénérés de la protection sociale de l'État-providence, et naturellement, dans celui de Zeus, le roi des dieux, dans le rôle de Zeus, nous avons l'ingénierie globale de la croissance. Et c'est ainsi également, qu'après avoir énuméré et analysé toutes ces composantes particulières de la culture croissanciste, je vous laisserai le soin de juger vous-même s'ils sont de nature à conduire l'homo industrialis dans une impasse ou vers un avenir radieux. Je vous remercie et à bientôt.